Parole de génération, c'est un amplificateur des voix marginalisées. C'est un pont qui relie les jeunes, les aînés et les personnes issues de l'immigration au-delà de leurs différences. C'est un espace de dialogue audacieux pour dénoncer les injustices et trouver comment les combattre. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Parole de génération, un balado qui construit des ponts entre les générations pour déconstruire les préjugés. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la première saison et c'est un épisode très spécial parce que on est devant public ce soir. Est-ce qu'on peut entendre quand même un peu le public qui est là? Donc, ils sont là, ils sont présents. Donc, j'ai la chance aussi d'avoir des invités très spéciales qui m'accompagnent pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais les présenter brièvement. Donc, pour co-animer l'épisode avec moi aujourd'hui, j'ai Fabrice Ville, qui est ex-avocat, fondateur de Pour 3 points, qui est un organisme qui travaille avec les coachs sportifs pour qu'ils fassent aussi du développement personnel avec les jeunes qu'ils coachent dans leur pratique. Et aussi chroniqueur, donc vous l'avez peut-être déjà vu, il est partout, la presse, Le Devoir, Radio-Canada, et il y a aussi, il participe aussi au documentaire Briser le code, donc merci Fabrice d'être là. Ça fait plaisir. Et on a donc la thématique aujourd'hui, ça va être donc l'inclusion des personnes âgées issues de l'immigration. Et donc, on a deux personnes qui vont nous parler de ça. On a d'abord Madame Catherine Limperis, qui est d'origine grecque, qui a fondé et été directrice d'un organisme d'intégration et de francisation des nouveaux arrivants pendant plus de 30 ans et qui a aussi participé à plusieurs comités gouvernementaux, politiques pour mettre en place justement des politiques par rapport à l'immigration et par rapport aux relations interculturelles. Bonjour Catherine, ça va bien? Oui. Vous vouliez parler un peu brièvement parce que vous venez en tant que représentante du Conseil interculturel de Montréal, peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que cet organisme? OK. Le Conseil interculturel de Montréal, c'est une instance consultative auprès de la ville de Montréal pour relations interculturelles. Fondée en 2003, elle vise à favoriser l'intégration et la participation des citoyens de communautés culturelles à la vie économique, culturelle et politique de Montréal. Parfait. Merci beaucoup, Catherine, pour cette petite présentation. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Monsieur Osvaldo Núñez Riquelme, le premier député hispano-américain au Parlement fédéral en 1993. C'est pas rien. Il a été porte-parole pour l'immigration en tant que membre du Bloc québécois. Et il travaille maintenant vice-président de la QDR et il travaille justement à l'intégration des personnes âgées issues de l'immigration. Merci d'être là, Monsieur Osvaldo. Merci, Vincent. Donc, sans plus tarder, maintenant qu'on a fait les présentations, dans tous les épisodes, je commence toujours avec une première question de se mettre un peu dans le bain. Et moi, j'ai envie de vous entendre rapidement. S'il y avait un préjugé que vous dites, moi, je suis plus capable d'entendre ça, ce serait lequel, si on fait un tour de table? Moi, je dirais que j'ai juste vraiment d'attente que les immigrants ne sont pas au travail. C'est pas vrai du tout, c'est faux. Et puis, on a entendu dernièrement, avant les élections, vraiment, et puis c'était choquant, parce que c'est pas le cas. Et puis, quand on regarde les dernières statistiques d'Emploi Québec 2021, c'est seulement un petit égard, 2%. C'est pas beaucoup avec les conditions vraiment, parce que pour comprendre l'immigration, il faut que comprendre le parcours d'immigration, les réalités linguistiques, socioculturelles, et tout ça là pour vraiment, après comme la madame avant nous, elle le disait pour giser. Bon. C'est comme ça, on tient ça, c'est pas vraiment pour giser parce que c'est pas du tout vrai que les immigrants c'est pas au travail. Et puis on a vraiment les résultats. Il y avait une immigration d'Europe qui est venue entre moi, ma communauté, qui est vraiment très fort en restauration, les Italiens en construction, et puis là, il faut un grand apport ici au Québec. Merci, Catherine. Osvaldo? Oui. Alors, l'agisme, ça, c'est un fléau de notre société aujourd'hui. Il y a d'autres facteurs qui ne sont pas favorables aux aînés, comme le racisme, la discrimination, les abus, la maltraitance, mais l'agisme particulièrement affecte tous les aînés
et particulièrement les aînés issus de l'immigration. Ces aînés nous coûtent trop cher en matière de santé, en matière de médicaments. Enfin, vous voyez enfin, comment ils réagissent et ils ne prennent jamais en considération tout l'apport que les aînés ont fait à la société, qui ont aidé à construire tout ce que nous avons de bon, mais de mauvais aussi, mais surtout de bons. Alors, on ne s'arrête jamais dans ce qui est contribution, apport positif à la société. Alors, quant à moi, on devrait lutter ténacement, farouchement contre la discrimination, contre l'agisme. Et ça, c'est dans tous les secteurs de la société. Je me souviens quand j'ai travaillé à la FTQ, il y avait des patrons qui voulaient se débarrasser des travailleurs plus âgés, qui les obligeaient à prendre la retraite. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que là, il y a une pénurie d'emplois et d'employeurs et de travailleurs. Mais c'est ça la réalité. Merci, Monsieur Osvaldo. Et Fabrice, pour terminer ce tour de table, un préjugé... Oui, en fait, j'en aurais dans 3 catégories. Okay. En fait, premièrement, je pense que Catherine l'a mentionné, il y a vraiment un préjugé qui m'interpelle, le préjugé en lien avec la menace du déclin du français, tout en sachant que le français mérite d'être protégé, la fausse croyance que l'acquisition du français se fait en une seule génération. Et c'est une fausseté, en fait. C'est intergénérationnel, au point où même les personnes allophones, de génération en génération, en viennent à maîtriser la langue et perdre la langue d'origine. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est documenté. C'est pas juste moi qui le dis, mais il y a des experts qui nous invitent à considérer que oui, il faut protéger le français, ça, on en convient. Et oui, des fois, le transfert linguistique se fait vers l'anglais, on en convient aussi, mais au minimum, de comprendre que ce transfert-là, oui, ça se peut qu'il y ait un grand-parent qui ne parle pas la langue, mais le parent va le parler. Et pas le parent, mais en fait, l'enfant va le parler, le petit enfant va le parler encore plus, parce que nous avons des garanties dans la société qui encouragent et qui forcent même à apprendre la langue dans la société. Donc ça, c'est une des choses qui m'interpelle. La deuxième chose, en termes de préjugés, je pense que c'est important de référer à tout ce qui concerne la croyance que les personnes noires et les hommes noirs particulièrement sont dangereux. On a eu un jugement qui est sorti à la fin octobre concernant la question du profilage racial. On a eu la semaine passée, au moment de l'enregistrement, la semaine passée, un homme noir qui a été menotté alors que c'était son véhicule. Les clés ont été oubliées. On a tout vu cette histoire-là, qui est quand même assez absurde, mais elle est ancrée dans la pensée que l'homme noir est une personne dangereuse. Et même quand on en parle, on est encore ancré dans la pensée. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des conversations avec des personnes, puis les gens me posent la question, mais si on peut pas, si l'interpellation policière aléatoire n'est pas possible, on fait quoi? On fait quoi pour arrêter ces criminels-là? Puis moi, la réponse, c'est mais on fait quoi pour arrêter les criminels blancs? On regarde les criminels, mais on profile pas tous les blancs, c'est pas ça qu'on fait. Donc, est-ce que les noirs peuvent avoir droit à au même respect? Moi, ça m'apparaît être quelque chose d'important à considérer. Puis je vais dans un autre registre, une autre catégorie de préjugés qui m'interpelle, puis là, ça nous ouvre sur des choses qu'on peut présumer quand on lutte contre les discriminations. Je vous raconterai l'histoire de quand j'étais à l'Ascension. Il y a environ, en fait, c'est presque un an, c'était au printemps dernier. L'Ascension, c'est à environ 2 heures de Montréal, et c'est une communauté de 900 personnes dévitalisées. Je faisais une conférence auprès de jeunes de 5e et 6e année primaire dans 3 écoles ensemble, composaient 46 élèves en 5e et 6e année. Ça vous donne une idée du peu d'élèves dans le milieu. Je fais ma conférence sur le racisme. Puis là, il y a une élève qui s'appelle Daphné, je m'en souviens bien. Je termine la conférence, il y a des questions. Puis là, elle lève sa main. Puis moi, je pensais qu'il y avait quand même, on se comprenait sur le sujet de ma conférence. Elle me pose la question qui était fabuleuse. Elle me dit, oui, mais vous, là, êtes-vous noir? Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux parce que j'ai pas su quoi répondre. mais ça illustre comment l'élève, elle était curieuse et je suis convaincu qu'elle avait tout compris mon processus
mais j'avais jamais établi que j'étais noir pour elle, et elle avait le droit de me poser la question parce que elle n'avait pas eu, dans son milieu, accès à être en contact avec des personnes noires et accès avec des personnes qui puissent lui expliquer qu'est-ce qu'une personne noire. Et donc, on a des fois des attentes, et cette jeune-là, elle est en 5e année primaire, aujourd'hui en 6e année, mais dans 10 ans, elle va être en 5e année. Dans 10 ans, j'ai pas fait le calcul, mais elle va être une jeune adolescente, elle va devenir une jeune adulte. Donc, le processus de compréhension de qui nous sommes ensemble est important. Donc, moi, j'avais ce préjugé-là de m'attendre que je me présente devant ces enfants-là et que ces enfants le sachent que j'étais un homme noir. Et ils ne le savent pas nécessairement. Wow. Fascinant. Ça, c'est super intéressant. Merci pour tous ces différents volets-là. Ça montre qu'il y en a de toutes sortes. Et puis, je pense que de les nommer, ça ouvre des lumières à certaines personnes, puis ça nous pousse à justement agir différemment. Maintenant, je vais te laisser la parole, en fait, Fabrice, pour justement animer, parler un petit peu de ce fameux rapport du Conseil interculturel de Montréal. Oui, tout à fait. Alors, le Conseil interculturel de Montréal, que Catherine se présentait un peu plus tôt, a émis au courant de la dernière année un avis sur l'inclusion des personnes âgées immigrantes ou racialisées. Et je suis convaincu que tu as beaucoup de choses à dire sur le contexte, en fait, de cet avis-là. Et donc, peux-tu nous en parler un peu plus avant qu'on poursuive? Oui. Regarde, je vous explique pourquoi une recherche pour les personnes âgées immigrantes ou racialisées. Avec le vieillissement de la population, on constate qu'un segment de population des personnes âgées immigrantes et racisées, une fois de plus, sont restés en nombre. Pourtant, à Montréal, 44% de ces personnes sont nées à l'extérieur avec le recensement 2016. Les CIM abordent pour la première fois de front les enjeux spécifiques opèrent que par le fait même mettent en lumière les inégalités claires entre les pairs ça veut dire personnes âgées, immigrantes racialisées. Je pense que ça, c'est un bon truc. Souvenez-vous-en, on va le dire beaucoup père parce que ça va être un petit peu plus rapide de dire père à chaque fois. Donc, ouais. Bon, elle a mis en lumière vraiment clair les inégalités qui existent entre les pairs et puis le restant de la population à l'accès aux services municipaux en les milieux vraiment sans sécurité adéquate. La venue de pandémie, vraiment, c'était un moment qu'on a pris conscience collectivement exactement que c'est le problème qui rencontraient les aînés et puis encore plus les aînés qui proviennent des immigrations, les pères. Cette démarche est inscrite dans le plan d'action MADA. MADA, ça veut dire municipalité amie des aînés. Et puis là, les CIM, même avant, on était avant-gardistes. On a pensé à cette question grâce à ma collègue Cécile, qui l'a porté, il a dit, on n'a jamais parlé des immigrants aînés, des personnes âgées immigrantes, qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis là, on s'est préparé pour vraiment donner la vie à la ville de Montréal pour penser à cet segment de la population. Si je comprends bien, pour nous situer, parce que on parlait de l'agisme tantôt, donc il y a par moment des réflexions qui sont en place par rapport au rapport aux personnes aînées. On a des réflexions aussi en lien avec les personnes issues de l'immigration. Et là, le rapport s'est intéressé un peu au croisement des deux ou à l'intersection des deux, si je comprends bien. Exactement, parce que la ville, vraiment, il a un plan présentement, il a fait un plan, mais là, il traite en général. C'est comme ça, on voulait donner l'input, on voulait donner vraiment les conseils, des propositions pour inclure cet segment de la population, parce que quand même, il y a à peu près 150 000 personnes qui venaient installer à Montréal. C'est 44% de la population est née. Et puis, il y a un grand pourcentage, on va voir plus tard avec la langue, qui parle ni anglais ni français, malheureusement. On peut d'ailleurs l'aborder puis vous entendre en fait tous les deux là-dessus. Oui. Par rapport aux difficultés auxquelles les pères sont confrontés en lien avec l'accès à certains services publics, puis bien sûr vous entendre aussi sur certaines pistes de solutions. Catherine, je te tutoie parce qu'on s'est autorisé avant l'enregistrement qu'on allait se tutoyer, donc je poursuis sur cette voie-là, mais effectivement en matière de langue, peut-être entendre sur les défis dont on parle en lien avec les pères.
Oui, exactement. Vraiment, comme je vous avais dit, c'est 14% vraiment des personnes qui parlent aucune langue officielle, ni anglais ni français. Et puis ici, on ajoute les personnes âgées 85 ans et plus, on peut arriver à 27% vraiment des gens qui parlent aucune langue officielle. Et vraiment, qu'est-ce qu'on trouve dans cette les réalités vraiment ethnolinguistiques, il faut qu'on comprenne pour comprendre les enjeux, pour voir lesquelles difficultés parce que comme on dit, le français c'est la clé qui ouvre toute la porte. C'est comme ça, c'est traversal. Bon, il coupe la communication, les personnes ils restent chez elles en isolement, et pas capables de suivre les activités. Pourtant, il existe beaucoup beaucoup d'activités avec les organismes communautaires, aussi avec les bibliothèques, avec la ville et puis tout ça. Mais chaque fois qu'on met de l'avant un projet que ça marche, après ça, ils n'ont pas de financement récurrent. Bon, dans mon cas, j'ai créé un cours de français sur mesure. À l'époque, ça fait très longtemps de ça, et qu'il avait comme les personnes âgées. On a fait avec partenariat avec la ville, les ci et les ci, et puis on donnait un cours de français sur mesure. Ça veut dire un cours de français qu'il avait besoin pour le quotidien. Pas vraiment littérature et puis qui va être plus difficile. Et puis, à la même temps, aussi, il faisait les socialisations. Était autour d'une tasse de café avec des biscuits préparés les aînés. Et puis, était tellement vraiment en réussite ce projet. Mais finalement, après, il coupe le financement. Et puis Et puis, ça veut dire, c'est là, pour vous donner cet exemple pour vous dire, c'est pas chaque fois que c'est difficile pour mettre sur pied quelque chose, il faut qu'on partage les ressources parce qu'il existe les ressources. Et il faut qu'on partage et puis pour les meilleures conditions de vie de toutes les personnes à large. Nous autres, qu'est-ce qu'on propose? Sur les propositions qu'on avait faites, les 3 propositions, que vraiment les offres de services au niveau de la ville, au niveau des bibliothèques, pour créer plus d'activités pour les personnes âgées, immigrantes, interculturelles, les activités aussi, et puis aussi créer des espaces près des milieux de vie, des arrondissements à quelque part central, pour ça peut se rencontrer, socialiser, et puis battre aussi les défis numériques, parce que maintenant avec les numériques aussi, les aînés, c'est général, c'est plus en arrière, et encore plus les personnes âgées, immigrants et racialisées. Ce que j'entends justement, donc j'entends vraiment cette question-là de répondre à la fracture numérique d'une part, puis j'entends aussi la question de la socialisation des personnes qui soutiennent l'apprentissage par rapport à la langue. Je sais pas si Osvaldo, en entendant les défis liés à l'accès aux services publics liés à la langue, tu avais des réflexions ou des commentaires à formuler à ce sujet-là. Oui, certainement. Concernant l'avis émis par le Conseil interculturel de Montréal, il s'agit d'un document extraordinaire. Les suites, c'est toujours plus difficile concernant les suites. Et plusieurs d'entre nous demandent depuis longtemps qu'il y ait un conseil des aînés de Montréal. Il y en avait, ça fait longtemps. Oui. Et c'est nécessaire. Il y a un conseil pour les communautés culturelles, il y a un conseil pour les femmes, et il y a un conseil pour les jeunes. Et je suis critique à l'égard des politiques et des programmes du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la ville dans ces dossiers. Et concernant la francisation, je pense que les programmes du gouvernement ne rejoignent pas les aînés issus de l'immigration. Tout ce que le gouvernement provincial fait avec l'argent du fédéral, parce qu'il y a une entente entre les 2 gouvernements, c'est de franciser les jeunes qui viennent au marché du travail, mais pas les aînés qui viennent soit comme réfugiés, comme c'est le cas de l'Ukraine maintenant, soit qui viennent comme dans le programme de réunification de la famille. Alors, et nous, à la QDR, Association québécoise de défense des retraités, on avait présenté un projet à une ministre, Diane de Courcy, pour franciser les aînés. Très pratiquement, en allant avec eux dans les autobus, à l'épicerie, à la banque, tout, pas
des cours normaux comme en salle. Et voilà que elle a refusé parce qu'il nous a dit, les fonctionnaires me disent que c'est pas inclus dans l'entente fédérale provinciale. En fait. Vous voyez en fait à quel point, et même s'il y a des surplus concernant l'argent qui vient du fédéral. Ensuite, il faut savoir, et c'est très important, que Montréal vit une hausse, une augmentation des aînés issus de l'immigration. Maintenant, on est 44% à Montréal, mais dans quelques années, on va atteindre la moitié. À Toronto, c'est déjà la moitié parce qu'il reçoit plus d'immigrants que le Québec, en fait. Et à Vancouver également. Alors, ça pose énormément de problèmes et la ville n'a pas pour la première fois, en fait, cet avis, mais des programmes très spécifiques pour les immigrants aînés. Et le gouvernement du Québec encore moins. Alors, c'est c'est pour ça qu'il y avait dans ces intergénérationnel de demander l'aide de jeunes à faire une pression sur le gouvernement pour qu'on rende justice aux aînés issus de l'immigration. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous avez parlé du Conseil des aînés, puis il y a un truc qui est en train de se passer à Longueuil que j'ai hâte de surveiller, mais ils vont avoir, donc ils ont un Conseil des aînés, ils ont un Conseil des jeunes, ils vont se rencontrer puis vont faire des démarches intergénérationnelles. Je pense que ça, c'est vraiment une piste de solution qui est intéressante, ouais. Puis puis je pense que c'est ça, moi, parce qu'on s'est rencontrés la semaine dernière, préparé l'entrevue aujourd'hui, puis la langue, au final, c'est central. Comment tu veux aller voir le médecin? Comment tu peux aller à la bibliothèque? Comment tu veux aller faire ton épicerie si tu parles pas le français? Alors, il faut vraiment que, je pense que peu importe de quoi on va parler, moi, je me rends compte que la langue est fondamentale, puis que c'est, comme on disait, vraiment pour socialiser, pour briser l'isolement, c'est un bon prétexte de dire « Ah, je m'en vais pratiquer mon français », mais nous, on le sait, derrière ces programmes-là, qu'il y a d'autres objectifs, justement, de socialisation, d'intégration et tout ça. Et moi, ce que j'entends aussi, parce que c'est une fabuleuse suggestion, pas juste une suggestion, c'est une demande qui est très claire, qu'il y a la création de ce conseil-là, ce serait tout à fait logique de le faire. Et ce que je constate, c'est qu'avec le forum qu'on a ici, on peut communiquer même d'entrée de jeu, en fait, des positionnements, des réflexions. On a abordé la question de la langue. Si on parle d'un autre pan qui semble être un point important en matière de transport, donc toute la question de la mobilité, j'ai aucun doute que vous avez des commentaires à formuler, en commençant peut-être par Catherine. Oui, au niveau des transports, pour vraiment parce que, regarde, mettons, les immigrants, quand ils arrivent, pour chercher les services, ils promènent partout dans l'arrondissement et puis dans la ville, hein. C'est loin, et puis bon, il faut qu'ils prennent l'autobus, le métro, et puis tout ça. Tout ça, c'est vraiment très difficile parce qu'il n'a pas des horaires, c'est très vraiment à part. Il n'a pas des autobus pour toutes les choses périphériques, les arrondissements périphériques de Montréal. C'est plus vraiment rare. Et puis, il a beaucoup de dépendance à l'auto. Beaucoup de gens, ils utilisent les autos. OK, que ça pose un autre problème. Et là, comment on peut soulever ce problème de transport? Il avait des navettes. Il avait des navettes, que c'est bon pour les personnes vraiment immigrantes, parce que, les personnes aînées aussi, parce qu'ils promènent avec les navettes, et puis ça va être plus facile. Bon. Et là, dernièrement, je suis dans un comité, pour, ce programme ce plan qu'ils font pour les aînés. Et puis, il avait dit, madame de transport, il a dit, bon, on abolit les navettes. Mais pourquoi? Parce qu'ils l'ont pas utilisé. Excusez madame, j'ai dit, est-ce que vous annoncez ça à quelque part? Est-ce que vous faites la promotion? Parce que c'est très facile, les administrateurs, ils ferment. Ils disent, oui, nous autres annonçons, mais personne qui l'a venu, puis tout ça, là. Mais il n'allait pas plus loin. Nous autres, les communautaires, on appelle, on parle aux amis, on parle à la famille, venez. Tu vois, on allait les chercher pour vraiment sortir d'isolement et venir participer à la société, pour apprendre. Et puis, c'est toute la question d'une communication adaptée au public, en fait, pour il a dit, répondre. bon, il n'a pas eu de réponse. Il n'a pas eu de réponse parce qu'ils l'ont fait aucune. J'ai dit, est-ce que vous utilisez des fois? Je sais que, bon, comme vous avez dit, on veut vraiment promouvoir la langue française et puis tout le monde s'apprend la langue française et puis tout ça. Mais il y a des moments où vraiment pour passer le message, il faut qu'ils utilisent d'autres langues aussi, vraiment d'autres moyens que les médias francophones.
parce qu'il existe les médias aussi ethniques et puis tout ça, comme on a vu avec le Covid. Le Covid était un moment vraiment très difficile, et puis les gens pour passer le message, parce qu'il était pour les biens communs, pour être en santé tout le monde, toute la société, et ils ont utilisé d'autres moyens de communication. Tout à fait. Ils devraient utiliser le communautaire que nous, on est avec cette clientèle-là, puis on sait que si on offre un service, si on la communique pas, ben ils viendront pas. Exactement. Il faut qu'on aille vers les gens. On peut pas juste attendre que ça soit magique, puis bam, ils viennent chercher le service. J'aimerais ça entendre aussi Monsieur Osvaldo, justement, sur cette question-là du transport. Mais c'est une priorité pour beaucoup d'organisations données, particulièrement pour l'AQDR et particulièrement pour notre section, parce qu'il y a une discrimination flagrante. Dans la rive nord, c'est gratuit. La rive sud, c'est gratuit, sauf pendant les heures de pointe. Et ici, il n'y a pas de gratuité. Et dans le monde, il y a de plus en plus de villes où le transport est gratuit pour les aînés, pour les raisons que Katharina a mentionnées, contre l'isolement, la pauvreté, etc. Et même en Chine, en Amérique du Sud, qui ne sont pas des pays très riches, en fait, en Amérique du Sud. Alors, pour nous, c'est vraiment une priorité et on va faire toutes sortes de pressions pour que la ville accède à la gratuité totale pour les aînés, en fait. La pauvreté, par exemple, ce n'est qui affecte beaucoup plus les aînés issus de l'immigration, affecte dans ce domaine du transport, parce qu'il faut toujours aller aux cliniques, parfois aux hôpitaux, une fois par jour pour cette injection. Il faut aller à la banque, il faut aller à l'église, il faut aller voir la famille à tous les jours. Si on paye, c'est beaucoup d'argent. Alors c'est pour ça que c'est une priorité d'établir le plus rapidement possible la gratuité du transport en commun pour les aînés, et j'espère que Madame Plante va l'établir dans les prochains budgets. Puis ce que j'entends aussi dans ce que tu mentionnes, c'est vraiment une question aussi même d'accessibilité universelle, parce que cette mesure-là, elle pourrait être applicable pour d'autres générations, comme les plus jeunes également, et donc ça encouragerait le transport collectif, ce qui me fait penser que certains enjeux dont on parle sont des enjeux qui touchent plusieurs générations. Celui du logement en est un. On parle de crise du logement de plus en plus. Encore une fois, pour les pères, la question du logement est probablement une des problématiques. Catherine, as-tu des commentaires sur cette question-là? Oui, vraiment pour le logement. Sur le logement, vous savez qu'on est passé vraiment à une crise 2001. Maintenant, c'est encore en crise. Vous savez ça, c'est pas un secret qu'il manque partout les logements, ou c'est augmenter les prix et tout ça. Bon, vous savez tous les enjeux, mais moi, je vais vous parler un autre enjeu très important, c'est le taux d'effort. Le taux d'effort, ça veut dire que c'est la proportion du revenu qu'un ménage alloue pour son logement, pour son vraiment le loyer. Dans la société at large, le taux c'est à peu près 30% ou moins. Pour les immigrants, c'est à peu près, ça arrive jusqu'à 50%. Et puis là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a un impact vraiment parce qu'il reste pas beaucoup d'argent après pour vraiment couvrir les besoins de base. On a un problème là majeur. Là, et ce problème important, le taux d'effort. Oui, puis je le mentionnais parce que ce que tu mentionnes est très pas intéressant, mais important, parce que ça crée un problème de pas pouvoir ni payer son loyer, il y a une précarité là, mais pas plus payer ses besoins de base. Donc la personne est doublement ou triplement en fait confrontée à l'incapacité de payer. L'incapacité de payer. Et puis c'est là où s'ajoute aussi les dynamiques de gentrification. Et là, maintenant, avec la nouvelle réalité à Montréal, ça vient d'installer, ça change les façades du quartier, de chaque arrondissement. Ils viennent de commerce, comme ça, les propriétaires, ils veulent vendre le terrain, ils veulent diviser ils veulent vendre les propriétaires, ils veulent diviser en copropriétés. C'est comme ça, ils font des évictions forcées. Et là, ça, c'est un gros problème. Parce que on a vraiment la plupart des migrations qui restent dans cet appartement-là, les femmes monoparentales, les personnes aînées qui sont plus précaires, et puis là ils vivent une discrimination, qui sont pas capables vraiment, ils n'ont pas de moyens pour se battre pour ça, parce que ça prend des avocats, ils n'ont pas accès à l'aide juridique, et puis c'est comme un cercle vicieux. Osvaldo, je présume que justement ces questions de l'agisme
place les personnes plus âgées en situation de précarité, spécifiquement par rapport aux notions de logement. Mais justement, alors il y a une pénurie de logements au Québec pour tout le monde, et je pense que un problème additionnel pour les communautés immigrantes, parce que normalement, ils ont plus d'enfants que les gens nés ici, des familles parfois plus nombreuses, enfin, et tout le peu qu'on construit ici, c'est pas adapté à cette réalité. Et ensuite, les prix sont très, très élevés pour quelqu'un travaille dans une usine et qui gagne un peu plus du salaire minimum, ne peut pas payer son loyer. Ensuite, nous avons eu à la QDR deux problèmes qu'on vit encore aujourd'hui. La résidence Monaco à Saint-Laurent a fermé ses portes. Il y avait 200 personnes et on va les consacrer à d'autres fins, par exemple, de faire des logements individuels, etc. Et maintenant, au Mont-Carmel, en plein centre-ville ici, il y a les gens se défendent comme ils peuvent, parce que d'aller à la régie du logement, ça coûte cher, et ensuite, une personne 84 ans, 90 ans, en fait, il ne peut pas aller, en fait. C'est vraiment un problème. Et aussi, nous demandons qu'il y ait des logements, des édifices, des logements, plus de construction sociale, de coopératives, HLM, où on puisse avoir des jeunes et des personnes plus âgées, des francophones ici, des immigrants, enfin, qu'on commence à regarder ces réalités dans ce domaine. Oui, puis je me souviens la semaine passée aussi, ce qu'on parlait, c'est comment est-ce que pour aller en cours, justement, pour défendre leurs droits comme locataires, c'est une grosse pression. On est plus âgé, on parle pas la langue. En tout cas, il y a plusieurs barrières. Déjà pour n'importe qui, c'est difficile, le système de justice. J'imagine même pas pour les pères. Puis, ce qu'on parlait, c'était justement pourquoi c'est pas possible d'avoir des organismes, par exemple, qui peuvent représenter une cause collective, qui vont défendre ces personnes-là, qui toutes seules y arriveront pas. Ils ont besoin d'avoir la force du nombre, puis d'avoir des gens qui peuvent les représenter d'une manière un peu plus globale, au lieu d'être à chaque fois dans des combats individuels. Of course, qu'on va perdre contre Goliath, là, si on est chacun notre petit David de notre côté, là, tu sais. C'est là la proposition qu'on a faite, parce qu'il existe une instance à Montréal, à la ville de Montréal, qui peut porter ton plainte. Bon, pour les personnes nées puis immigrants, c'est plus difficile. Ça prend un accompagnement. Et puis là, c'est la langue française. Bon, nous autres, on a proposé vraiment utiliser des traducteurs de la banque de santé. Parce qu'ils ont de la banque de santé, ça accès, qu'il a des interprètes de différentes langues pour accompagner, parce que ça prend l'accompagnement de la personne vraiment, pour les guider comment il va faire et puis où il va aller chercher l'aide. On veut éliminer de plusieurs organismes structurés, mais il faut que renforcer les gens qui sont que ça existe. Ça va être plus facile vraiment pour réussir. Ben, merci beaucoup pour ce résumé. Il y avait plusieurs autres points, puis j'invite les gens à aller consulter cet avis-là qui est quand même assez bien résumé, assez puissant, puis qui termine avec 10 recommandations qui tiennent en quelques pages. Puis vraiment, je pense que c'est important de sensibiliser les gens à cet enjeu-là qu'on n'entend pas beaucoup parler. C'est un croisement de gens vulnérables qu'on entend, à qui on donne pas beaucoup la parole. J'avais envie dans le deuxième segment quand même, parce que dans le balado, on aime ça, parler aussi des rapports humains, d'avoir de parler des rapports entre les générations, parce que on travaille avec Intergénération Québec qui veut rapprocher les générations. On pense que c'est une des solutions justement pour combattre ces injustices-là. Donc ma première question, j'ai envie de parler un peu du choc culturel. On le sait que tout le monde qui arrive dans un nouveau pays va vivre ça en débarquant une nouvelle culture, des nouveaux codes, plusieurs choses à apprendre. J'imagine quand même qu'une personne âgée veut pas c'est plus difficile pour elle parce qu'elle a vécu toute sa vie dans un autre pays. Comment est-ce qu'elle vit ça, ce bouleversement de valeurs en arrivant ici au Canada? C'est pas facile, non? Parce qu'on vient d'un autre pays où il y a des valeurs parfois différentes, et on arrive ici, et c'est une autre réalité. Il y a un choc culturel. C'était mon cas quand je suis arrivé ici après le coup d'État au Chili en 74.
Par exemple, la question, les relations hommes et femmes, qui sont beaucoup plus développées ici, les femmes ont beaucoup plus de droits. On vient, nous, d'une société machiste où c'est le régime patriarcal, en fait, qui prédomine. Alors, c'est difficile. Les enfants, par exemple, ils viennent avec une autre réalité, ils s'en vont à l'école. Nous, comme parents, on ne peut pas toujours les aider parce qu'ici c'est différent. Parfois, on ne domine pas la langue. Et dans beaucoup d'autres domaines. En fait, par exemple, la question de sexualité, en fait. Et ici, c'est une société plus libérée. Nous, on était beaucoup moins. En fait, c'est vraiment un choc culturel. Et il y a des problèmes les premiers temps. Mais c'est ça. Enfin, on s'intègre, on connaît, et on peut faire notre apport dans d'autres domaines où nous avons des atouts dans nos pays d'origine, l'esprit de famille, etc. Merci, Catherine. Et pour moi, c'est plusieurs facteurs qui ça dépend des chocs culturels. Parce que chaque personne ne vit pas de la même façon. Bon, moi, je suis venue ici, j'ai la famille ici, les parentés, les amis, et puis c'était plus facile vraiment. Mais pour les jeunes, aussi, aujourd'hui, parce que les autres, si une famille arrive avec les personnes, avec tout le monde, les jeunes passent par la francisation. C'est comme ça, tout de suite, fréquentent l'école, et puis apprennent comment ils font ici, ils font les amis, apprennent la langue, tu vois, ils communiquent, ils socialisent. Et si tu fais tout ça, il faut que tu passes par les étapes. C'est pas que le choc culturel qui va partir de même. Il y a des fois que ça peut prendre les études 10 jusqu'à 5 ans. Ça dépend de l'individu. Il y a des individus qui passent plus facilement, l'autre moyennement, et puis l'autre plus lente. Ça dépend. Mais c'est quelque chose vraiment, le choc culturel, c'est une adaptation de la vie ici. Et puis, j'écoute plusieurs gens de différentes communautés culturelles et ils disent le plus vite qu'on passe vraiment à l'adaptation, c'est mieux que c'est, tu vois. Et puis, des fois, ils fréquentent pas même leur propre culture pour être vraiment plus facilement et plus vite intégré à la société d'accueil. Oui, puis je pense que c'est ça qui la particularité aussi, c'est non seulement le fait on a vécu plus longtemps dans l'autre pays, mais quand on arrive ici, on est moins, on n'a pas d'occasion, tu sais, quand on est jeune, on va à l'école, quand on est plus adulte, on va au travail, donc on est plongé dans cette nouvelle culture-là, donc l'adaptation se fait plus rapidement, mais pour une personne âgée, c'est sûr que c'est plus difficile. Puis c'est là où justement, ça dépend lesquels, effectivement, on va pas généraliser, ça je suis d'accord, mais peut-être juste pour qu'on soit capable d'être un peu plus sympathique, parce que justement, ce qui se passe parfois ensuite, c'est que là, on a les jeunes qui, eux, s'adaptent à cette nouvelle culture-là, parce qu'ils vont à l'école, ils prennent certains aspects de la culture d'accueil, et là, ça crée justement des tensions avec les aînés qui, eux, ce processus-là prend des fois un peu plus d'années. Pouvez-vous me donner puis là, j'ouvre aussi à Fabrice, parce que j'imagine que tu en as vécu aussi, mais des exemples de ces tensions-là qui peuvent survenir entre les générations. Moi, j'aurais vas-y, rebondis, un exemple, puis je parle pas d'une place, d'une positionnement d'expert du sujet. J'ai pas étudié la question de manière théorique, mais plus de manière personnelle, je dirais. Et ce que j'ai pu observer dans mon entourage, étant d'origine haïtienne, mais c'est quelque chose qui peut être applicable dans d'autres contextes. Certaines distinctions sont des distinctions qui sont, je dirais, cute, entre guillemets, ou on en rit. Mais une des distinctions que j'ai pu observer qui était assez délicate, c'est vraiment la vision de l'éducation, les techniques ou les méthodes éducatives et comme enfant, j'ai pu le vivre, j'ai pu l'observer, comment il y avait vraiment un gap ou excusez-moi l'expression anglaise, mais un écart entre ce que je vivais comme une type d'éducation à la maison et ce que je vivais comme une type d'éducation à l'école. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vient en lien avec ce que Osvaldo disait aussi. Parfois, des fois, certaines méthodes de voir les choses vont peut-être avoir, si on parle d'éducation, on va avoir un impact peut-être négatif au niveau de l'enfant, mais toujours fait avec amour aussi. Donc, moi, comme enfant, j'ai eu à naviguer ces distinctions-là. Et il y a un côté qui est problématique par rapport à cet écart-là. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve qui est intéressant parce que c'est une tension
qui amène l'enfant à être un peu un navigateur ou un traducteur à travers différentes cultures. Donc ça, c'est aussi une compétence qui se développe moins si on appartient à une seule culture. Donc c'est de devenir en fait plus habile à voir qu'il y a des codes différents de contexte à l'autre. Mais clairement, cette notion-là de la manière d'éduquer dans la culture à laquelle j'appartiens, vis-à-vis de la génération qui m'a précédé, c'était quelque chose qui a été quand même très pas facile à vivre pour certains jeunes qui avaient à se rendre compte à l'école, la manière d'éduquer n'était pas la même que celle qui vivait à la maison. Dans notre cas, c'était la langue. Nous, on a envoyé nos enfants à l'école française avant la loi 101 et nos enfants ont commencé à étudier toujours en français après un cours intensif. Ils venaient, ils nous parlaient toujours en français et nous répondions en espagnol. Parce qu'on voulait qu'ils soient trilingues, bilingues et tout ça. Ensuite, au niveau de la sévérité, mon épouse qui est ici était très sévère avec les enfants. Mais en arrivant ici, on voyait que les enfants étaient plus libres, enfin, ils ne demandaient pas la permission pour aller dans son parti ou quelque part. Mais nous, on croyait à ça, il fallait le faire. Enfin, ça, c'était un autre petit problème. Et aussi, enfin, on tenait à ce qu'il y ait des échanges entre les jeunes nés ici, là-bas. Nous, on les accueillait toujours. Enfin. Sauf quand un de mes enfants avait une punition, personne ne pouvait le voir. mais les deux jeunes apprenaient chacun de leur côté, enfin, des cultures, enfin. Ce que disait Osvaldo, en passant, moi, je me retrouve complètement le nombre de fêtes d'enfants, quand j'étais enfant, le nombre de fêtes auxquelles j'ai participé chez des amis, où il y avait c'était prévu que les gens dorment chez les amis. Moi, j'ai jamais dormi chez mes amis avant l'âge adulte, là, comme c'est impossible. Donc mes parents allaient jamais. Donc j'en ris et en même temps ça crée quand même une séparation parce que c'est que non, les parents ils faisaient pas confiance et c'était une manière de voir l'éducation. Donc je me retrouve un peu là-dedans. Puis par rapport à la question de la langue aussi, ça je ne l'ai pas vécu, mais tu mentionnais Vincent la question du documentaire Briser le code auquel j'ai collaboré, mais toute la notion des enfants traducteurs, donc littéralement les enfants qui les parents travaillent très fort, ils veulent soutenir l'éducation des enfants. Mais ils comprennent pas que la langue et les enfants sont gênés. Ils cachent ça ils cachent le fait qu'ils sont les traducteurs pour leurs parents. Donc ils portent le poids d'être éduqués, mais ils portent aussi le poids administratif de gérer les enjeux vis-à-vis le milieu, par exemple, comme l'école. C'est énorme, cette question-là. C'est là, c'est un fardeau pour les enfants. Ben, justement, là, je vois qu'il y a des gens qui ont envie de participer, puis ça tombe bien parce qu'on va ouvrir la discussion au public. On a abordé un petit peu les rapports intergénérationnels. On a parlé de la vie aussi. Donc, je vous invite à lever la main. Il y a Martin qui va prendre le micro. C'est un micro sans fil, donc vous pouvez lever la main. Vous n'avez pas besoin de vous lever, d'être en avant de tout le monde, mais et puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. C'est parti. On y va. Okay. Oui, bonjour. J'aimerais qu'on parle aussi, puis peut-être que vous en avez parlé, du partage et de donner aux enfants et aux suivants les connaissances, parce que les personnes aînées ont un bagage extraordinaire et quand ils arrivent ici, c'est comme on va le garder pour nous. Hein? Alors, je pense que les intergénérationnels, ça devrait aussi comporter cette chose-là. Ouais, mais j'inviterais peut-être justement, si vous voulez parler brièvement, tu sais, du rôle des aînés dans la transmission culturelle. C'est dans mes questions, puis j'avais pas eu le temps de la poser, fait que je suis très content que vous ameniez le sujet. Ça nous donne un prétexte pour pouvoir la faire. C'est quoi ce rôle-là des aînés? Pourquoi c'est important de transmettre la culture à nos plus jeunes? Et moi, comme j'ai demandé ma petite fille, 10 ans, elle a 10 ans, et puis j'ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu penses, pourquoi je t'enseigne le grec, et puis la culture, et puis tout ça. Et puis elle m'a répondu, parce que tu es fière.
C'est ça, tu vois, elle me donne, tu es fière. C'est ça. Ça provenait de la petite fille. C'est comme ça. C'est ça. On trouve que c'est important vraiment passer les valeurs. Et puis parce que de toute façon, comme Fabrice le disait, les enfants, ils vivent une culture à la maison. Nous autres, c'est ça qu'on a dit à l'éducation aussi, c'est comme on fait le pont avec la culture de l'accueil. Ils vivent des cultures et puis les enfants sont capables de faire des méthodes pour voir les différences et puis agir sur les différences, tu vois? Parce qu'ils vivent des différentes cultures et puis capables vraiment s'arrimer avec les deux. Et pour vous, pour toi, Osvaldo, la transmission de la culture, comment ça se passait chez vous? Pour nous, c'est très important. Et comme nous n'avions pas préparé notre voyage au Québec, il y a eu un coup d'État, on a dû quitter vite. On n'avait pas préparé ça. Alors, ça a été parfois difficile. Mais on a noté tout de suite que à l'école, les enfants apprenaient des choses que nous, on ignorait totalement. Mais nous, en même temps, on voulait que nos enfants sachent pourquoi on est venu, qu'est-ce qui s'est passé au Chili, pourquoi, enfin, on est arrivé à ça. Et ils s'intéressent toujours. Et nous, on vit une nostalgie de tout ce qui s'est passé de notre pays. Et ils posent des questions, la montagne, la cordillère des Andes, enfin, c'est quoi ça? Enfin, les plages, est-ce qu'on peut y aller? Enfin, parce qu'ici, il n'y a pas il y a seulement des lacunes, des lacs, une fleuve. Les îles grecques. les paysages, hein. Les paysages, c'est fait vraiment beaucoup partie de la culture et la musique aussi qu'on parlait, Oui, l'importance de la culture musique. de la musique, ça, les peuple chilien a beaucoup de qualités pour la culture. Et pour beaucoup de gens qui sont venus avec nous, c'était des gens extraordinaires. On montait des spectacles à Calix-à-la-Vallée ici. Malheureusement, la plupart du temps, c'était pour nous parce que on n'avait pas les contacts avec les Québécois pour qu'ils viennent et les gouvernements ne favorisent pas beaucoup enfin, les expressions de la culture qui vient d'ailleurs, malheureusement. C'est nous qui devons les faire nous-mêmes. Et maintenant, d'un point de vue, justement, quand on est plus jeune, comment on vit cette transmission-là? Ouais, ben, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Je serais passé vraiment longtemps, mais j'ai grandi avec mes grands-parents maternels à la maison. Donc, mon grand-père est décédé quand j'avais 14 ans. Ma grand-mère est décédée il y a seulement 5 ans. Et avec que ce soit avec mes parents ou avec mes grands-parents, on a eu des échanges sur leur parcours. Puis je pense que le message général, on l'a entendu, mais toute la question de la sagesse, de manière générale, peu importe les parents, qu'ils soient issus de l'immigration ou non, ou les grands-parents, il y a quelque chose de précieux dans l'expérience vécue. Puis moi, mon expérience, c'est que cette sagesse-là, elle a une texture particulière quand les parents et les grands-parents sont issus de l'immigration, parce qu'ils ont, la plupart de ces personnes-là ont vécu des choses qui sont carrément différentes de qu'est-ce qu'on vit sur le territoire québécois. Mes grands-parents, mes parents ont vécu sous la dictature. C'est quoi vivre sous une dictature? Mon grand-père, il a été arrêté 2 fois, failli mourir parce que bon, les gens qui étaient arrêtés se faisaient exécuter. J'avais entendu ces histoires-là, mais j'ai jamais pris le temps des fois de m'asseoir avec mes grands-parents. Tu sais, moi, ma grand-mère, je la voyais, je la prenais pour acquis. La vérité, c'est que je prenais pour acquis les grands-parents. Mais là, il y a tellement de choses auxquelles je m'intéresse aujourd'hui, ce que je donnerais pour m'asseoir puis dire, je passerais des journées complètes à dire, écoutez, expliquez-moi ces histoires-là. Comme, pourquoi c'était l'affaire? Pourquoi telle affaire? Vos histoires d'amour, parlez-moi de, comme, vous êtes rencontrés comment? C'est des choses qui sont vraiment, vraiment importantes, mais on dirait que, comme, moi, je sais, c'est comme si j'avais oublié que mes grands-parents avaient une vie. Ils avaient une vie qui a duré presque une centaine d'années. C'est incroyable. Et je conclurai sur la question de l'importance aussi pour la réconciliation avec soi-même au plan personnel. Parce que une personne qui est pleinement entière doit connecter avec les gens qui l'ont précédé. Et c'est particulièrement important pour les personnes qui ne sont pas sur le territoire ici. Une personne qui est du territoire ici
peut facilement se reconnaître dans la société par rapport à certaines choses, mais certaines personnes vont devoir voyager, aller revoir leur vie. Moi, j'ai pas été en Haïti depuis que j'avais l'âge de 5 ans, donc de 6 ans. Donc, j'ai envie d'y retourner. Donc, le lien avec les grands-parents, je vous le dis, si j'avais une chose dans mon wish list, là, ce serait de pouvoir revoir mes grands-parents aujourd'hui, puis leur parler. J'ai l'impression que ce serait, je paierais tout l'or du monde de vivre une expérience que, il y a quelques années, je prenais pour acquis. Ouais. Bon, ben, on espère qu'en entendant ça, vous allez avoir envie de parler avec vos grands-parents, avec vos personnes âgées autour de vous. Je prendrais, oui, OK. Je m'appelle Orlando, je travaille ici, à la Maison d'Haïti, particulièrement à la coordination jeunesse, et je suis responsable d'un programme qui s'appelle Projet GAR, où l'on fait des activités d'intervention, d'animation sur des problématiques relatives à la masculinité toxique. En fait, il y a un point qui est soulevé ici, qui a attiré beaucoup mon attention, parce que surtout lorsqu'on parle de sexualité avec les jeunes, parce que nous, on a un safe space où les garçons sont venus, on parle de consentement, on parle de culture du viol, on parle toutes sortes d'affaires sur la sexualité. Puis, quand je parle aux parents aussi, je vois que cette tension-là manifeste. Parce que les jeunes, ils sont nés ici. Puis, c'est pas un tabou de parler de sexualité. Puis, mais à la maison, il y a des interdits. Et puis, ça crée une tension. Des fois, pour nous aussi, à la Maison d'Haïti, quand on veut inviter les jeunes pour pouvoir venir participer dans les ateliers de discussion, surtout des ateliers qui parlent des identités de genre, c'est que nous, il va falloir que nous, on trouve une façon de communiquer ces informations-là aux parents. Parce qu'une fois qu'on nomme les organes sexuels, ça va être un peu tabou, difficile. De là, la mobilisation, ça pose problème. Alors, moi, j'aimerais bien vous entendre, toute cette tension-là, tout ce conflit-là, surtout du point de vue sexuel, quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour essayer de déjouer ça afin d'entrer dans une conversation saine et positive avec les jeunes. C'est ça qui attire beaucoup mon attention. Merci. Mais c'est une question, comment on pourrait dire, délicate. Oui, tout à fait. Puis, le premier réflexe qui me vient, c'est pas de référer au contexte spécifique des questions sexuelles en matière de parentalité, mais dans mon contexte de travail, on travaille des coachs de sport qui arrivent souvent avec des croyances assez ancrées qui sont au-delà de ce qu'ils ont appris de point de vue technique ou tactique. Ce sont vraiment des croyances fondamentales sur la manière de s'éduquer, donc des choses qui traînent depuis leur enfance. Et je pense que le mot croyance est important. Puis nous, dans notre contexte, qu'est-ce qui est le plus puissant, c'est de reconnaître justement que quand on parle de croyance, il y a une diversité de croyances. Et donc, on peut pas juste imposer un savoir à quelqu'un pour lui dire, bon, mais maintenant, ton opinion est pas la bonne, puis voici la manière unique, ça fonctionne pas. Mais de mettre en relation les croyances, puis d'être en dialogue par rapport aux différentes croyances, permettre à quelqu'un qui est peut-être attaché à quelque chose qui est une conviction, de s'en détacher un petit peu. J'ai pas la prétention que ça va avoir, que ça règle tous les enjeux, mais j'ai l'impression que ce dialogue-là et de reconnaître que ce qu'on propose n'est pas une vérité, mais aussi une croyance. C'est vraiment cette question-là d'humilité culturelle ou de relativisme culturel qui est porteur. Donc, j'aurais tendance à croire que ça peut être délicat parce que pour certains enjeux, c'est très profondément ancré dans les émotions qu'on vit. Donc, c'est viscéral, mais cette reconnaissance-là des différentes cultures implique de savoir que ce qu'on propose généralement, c'est une croyance. À part ce qui est comme mathématique, même les mathématiques, qui est ancré quand même sur des croyances. Parfait. On va prendre la dernière question, puis on va terminer là-dessus. Bonjour. Moi, c'est Martine. Allô, Martine. Allô, Vincent. Je tiens à dire que pour que ça puisse se faire, ça commence comme citoyen, comme sa propre personne. J'ai entendu Fabrice dire questionner. Ben peut-être que ils sont plus là en ce moment, mais nous on est en contact avec des jeunes. Il faut toujours être en mesure de pouvoir nous comme citoyens de demander justement, j'entends les jeunes qui sont là, ben nous on peut encourager nos jeunes, hey, appelle tes grands-parents, as-tu appelé ta mère, as-tu posé des questions, etc. ou d'où il vient, connaissez-vous son histoire. Nous comme citoyens, comme parents, comme sœurs, comme ma tante, comme intervenants, on peut encourager nos neveux, nos nièces à faire pareil avec les parents, donner l'exemple, hein. On peut encourager, ça c'est d'une première part. Il faut questionner, se mettre, donner la place, inviter
invitez. Si vous invitez les aînés, ils vont venir. Ils vont aller au musée, ils vont aller au cirque, ils vont aller jouer à la balle molle. Il faut exposer. Il faut continuer à encourager des projets comme ça, mais que ces projets-là montent un peu plus haut pour comprendre vraiment que donner des visages. Plus il y a des visages et des voix qui vont se faire entendre à des grands bien-pensants parfois, qui sont pas sur le terrain. Il faut les inviter. Merci fait que beaucoup. je souhaite que ce projet-là s'en aille très loin. Une belle série sur le Sunday, je pense, pour ça. Fabrice, veux-tu un dernier mot avant qu'on conclue l'épisode? Je dirais merci de m'avoir invité. Moi, j'ai passé une soirée absolument fabuleuse, vraiment. C'est un fait saillant de je sais pas si c'est ma journée, ma semaine, mon mois, mon année, mais c'est très très précieux comme moment, donc merci. Je dirais aussi merci à la Maison d'Haïti qui nous accueille aujourd'hui, la Maison d'Haïti qui fait un travail extraordinaire en lien avec justement l'intégration des familles issues d'Haïti, mais de plusieurs différentes communautés. Et je quitte aujourd'hui avec l'envie d'être plus en contact avec des personnes de génération qui me précèdent. Donc ça, c'est mon souhait en fait. Donc c'est ça que je retiens aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment le but du balado, c'est d'allumer cette envie-là finalement. Effectivement, un dernier mot rapidement pour conclure peut-être chacun. Et moi, je vais terminer vraiment pour encourager des gens de participer à la vie civile. Parce que par votre participation, comme rejoint un peu la madame, on peut changer des choses. Et ça veut dire, je vous donne un exemple. Nous autres, je faisais partie du comité pendant 15 ans qu'on a lutté pour un centre sportif et aquatique à Cartierville, à Hansik, et puis on a réussi après 15 ans. Mais finalement, et puis l'attente avec la ville, c'était qu'avoir des plages horaires gratuitement pour les aînés. Et puis on est là encore sur le comité pour surveiller ça. C'est comme ça. Si vous voulez changer des choses, il faut qu'ils participent. C'est très important de participer à la vie civile. Mon pays, Périclès, il disait que c'est le devoir de chaque citoyen participer à la vie commune. Merci. 5000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Tu vois, c'est le devoir de chaque citoyen. Oui, et encore maintenant, c'est toujours d'actualité. Ouais. Merci Catherine, merci d'avoir été là. Merci pour cette merveilleuse soirée. Merci Vincent, merci Madame Fatima, merci Intergénération Québec. Le diagnostic est très clair. Il y a des choses épouvantables qu'il faut corriger et il faut lutter. C'est une lutte quotidienne contre le racisme, la discrimination, les mauvais traitements infligés aux aînés, les abus, etc. Et il faut renforcer nos liens entre organisations et surtout entre générations, parce que c'est une lutte que nous devons mener ensemble. Nous, les vieilles personnes, nous avons besoin de jeunes. Et je pense que les jeunes ont besoin également de nous. Et c'est pour ça que je félicite ton organisation pour travailler dans ce domaine. Nous tous ensemble, nous sommes capables de construire une meilleure société, plus inclusive, plus solidaire, plus ouverte aux aînés qui viennent de l'immigration. Merci. Merci beaucoup, Osvaldo. Merci d'avoir été là. Puis je pense que le mot... Oui, on peut les applaudir, vraiment. Bravo. Et le mot-clé, je pense, c'est la solidarité. Il faut qu'il y ait plus de dialogue, qu'on réalise que les jeunes ont leurs enjeux, les aînés ont leurs enjeux. Puis encore une fois, on revient à la même histoire de si on se bat chacun de notre côté, on n'arrivera à rien. Il faut qu'on se mette ensemble. Merci au public d'avoir été là. Ça a été vraiment un plaisir d'animer ça avec vous. Vous avez été fantastiques. Et puis, eh bien, je vous souhaite à la prochaine. Pour supporter le balado Paroles de Génération, il suffit d'aller sur Apple Podcasts et Spotify pour lui laisser quelques étoiles et un commentaire. Ou encore, vous pouvez partager l'émission autour de vous, que ce soit par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les coulisses du projet sur les pages Facebook et Instagram d'Intergénération Québec. Ce balado est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que par la Ville de Montréal.